Salut! Bon, on poursuit la lecture des normes. Comme toujours, vous avez pu le voir, hein, c'est quand même assez fastidieux à lire et à rechercher l'ensemble des documents, donc n'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous en pensez. Mettre un like pour essayer de donner de la visibilité à ces vidéos. Et aujourd'hui, on va parler de la partie électricité. Vous avez vu, on est quand même assez light sur l'eau. On est quand même un peu plus avec des réglementations sur les issues de secours. Donc on continue sur la norme qui concerne l'élec. Et c'est parti. Bon, déjà, il y a deux types d'électricité dans les fourgons. Il y a la très basse tension qui est la 12 volts et la basse tension qui est la 24 volts. Généralement, dans les fourgons, on fait tous à peu près la même chose. On fait tous en 12 volts continu. Euh, Qu'est-ce qu'on a à savoir? L'alimentation électrique doit se faire en courant continu sur une tension nominale de 12 volts depuis une batterie auxiliaire. Sauf si l'autocaravane ne dépasse pas 12 mètres carrés. Dans ce cas, il est autorisé d'utiliser uniquement la batterie du véhicule de base. Bon, généralement, quand on fait de l'électricité dans un fourgon, qu'on pose des panneaux et qu'on commence à brancher des trucs, on utilise la batterie auxiliaire qu'il y a dans la partie coffre ou sous les sièges avant ou voire dans le compartiment de batterie du véhicule. Il est nécessaire de s'assurer que la batterie auxiliaire est automatiquement déconnectée de l'alimentation électrique 12 volts du véhicule de base lorsque ce dernier est arrêté. Donc pour les gens qui ne savent pas, c'est ce que l'on appelle un coupleur séparateur. C'est un petit dispositif que l'on branche entre la batterie moteur et la batterie accessoire qui permet de charger la batterie accessoire quand vous roulez, mais qui évite l'inverse. C'est-à-dire que quand la batterie accessoire est vide, qu'elle vienne décharger la batterie du véhicule de base. Donc une batterie auxiliaire doit être exclusivement utilisée pour l'alimentation de la partie habitacle. Il existe différentes batteries auxiliaires rechargeables, les batteries plomb, enfin acide plomb, gel ou lithium, et en fait on a des réglementations sur certains types de batteries. La batterie auxiliaire doit avoir une capacité minimale de 60 ampères et de 20 heures après la première charge. Donc en gros, attention aux batteries, si elles sont un peu d'occasion, il se peut que vous ne puissiez pas avoir 20 heures, 20 heures de fonctionnement après la première charge. Les bornes de la batterie doivent être marquées plus et moins, claires et permanentes. Les connexions aux bornes doivent se faire convenablement serrées et boulonnées afin de garantir un contact. Elles doivent être isolées, sauf si la batterie auxiliaire est elle-même pourvue d'un dispositif d'isolement. Bon, globalement, pas de souci. Les batteries sont aux normes CE, sauf si vous achetez une batterie dans un distributeur en dehors de l'Union européenne. L'emplacement. Si une batterie auxiliaire n'est pas installée dans le compartiment moteur, elle doit être placée dans un compartiment conforme à la 4.2.6 qui est sur votre droite, conçu pour la protéger des détériorations mécaniques, facile d'accès pour l'entretien et la dépose, et assurer une fixation convenable pour empêcher la batterie de bouger, notamment lors des déplacements de la caravane. Bon, en somme, fixer la batterie pour pas qu'elle bouge. Ça paraît évident, mais fixer la batterie. Donc soit vous faites un rectangle avec des tasseaux et vous mettez une sangle que vous vissez, soit vous lui achetez une boîte. Compartiment de batterie auxiliaire. Un plateau résistant aux acides et étanche aux liquides doit être installé sous une batterie auxiliaire dont l'électrolyte est de type liquide. Il doit être en mesure de contenir 20% de la capacité de la batterie en électrolyte recommandée lorsque celle-ci n'est pas en place. Voilà, c'est le gros point d'attention, c'est que si vous mettez une batterie acide gel, elle doit avoir un compartiment qui permet de récupérer les fluides s'il y a une panne. Ce n'est pas le cas pour les batteries gel, ce n'est pas le cas pour les batteries AGM et ce n'est pas le cas pour les batteries lithium. L'intérieur de ce compartiment, l'intérieur d'un compartiment de batterie auxiliaire doit être ventilé et protégé contre la corrosion engendrée par les gaz chargés d'acide. Cette protection s'obtient soit par l'installation d'une batterie auxiliaire étanche équipée d'un système de ventilation externe dirigé vers l'extérieur de l'autocaravane, soit par l'installation d'une batterie auxiliaire enfermée dans un compartiment protégé intérieurement contre la corrosion et ventilée vers l'extérieur de l'autocaravane au moyen de tuyaux adéquats, d'un diamètre minimal de 5 mm et maximal de 8 mm situé sur la partie supérieure du compartiment de la batterie auxiliaire, conformément aux instructions et aux conditions de livraison du fabricant de batterie. Soit la ventilation du compartiment est de bas en haut, vers l'extérieur de l'autocaravane,
et par la construction de parois internes du compartiment, y compris bords et orifices de ventilation dans un matériau résistant aux acides, pourvu d'un revêtement anti-corrosion. Je vais m'arrêter là, vous avez compris. Si vous mettez une batterie acide gel, ça veut dire boîte, puis un tuyau qui donne vers l'extérieur vers l'extérieur du véhicule, comme une ventilation. Ça par contre ça vous squeeze la norme VSP si vous le faites pas, quoi. Donc c'est pour ça que tout le monde met des batteries gel, AGM ou lithium. Mais une batterie d'acide plomb a besoin du coup d'avoir son propre compartiment et d'être ventilée. Les exigences concernant la protection contre la corrosion ainsi que la ventilation ne sont pas applicables du coup aux batteries à électrolyte gélifié. Si aucune batterie auxiliaire n'est fournie, l'emplacement et les instructions relatives à l'installation de la batterie doivent être consignées dans le manuel d'instruction conformément à l'article 8. Une petite notice d'utilisation. Alors, pour les instructions d'installation de la batterie auxiliaire, voilà le manuel d'instruction. Lorsque le fabricant n'a pas prévu de dispositions relatives à l'installation d'une batterie auxiliaire, le manuel d'instruction doit comporter la mention « Cette autocaravane n'est pas prévue pour recevoir une batterie auxiliaire ». Bon, en gros, compartiment c'est batterie à gaz. Et ce qu'il faut retenir, c'est les plus et moins de parties visibles et isolées. Notice d'avertissement. Une notice d'avertissement doit être apposée de manière visible à proximité de la batterie auxiliaire sous le couvercle de son compartiment. Cette notice doit être rédigée dans la langue officielle du pays où l'autocaravane a été mis en vente. Et la notice doit dire « Arrêtez tous les appareils et éteindre toutes les lampes avant de brancher ou de débrancher la batterie ». C'est du bon sens, mais il faut l'afficher. Les autres sources d'alimentation. Si l'alimentation est obtenue sans batterie dans le circuit par l'intermédiaire d'un générateur ou d'une source basse tension. Basse tension sur un transformateur redresseur, les tensions de borne très basse tension de la source d'alimentation doivent être maintenues en 11 volts et minimum 15 volts au maximum. Les ondulations de température alternative ne doivent pas dépasser 1,2 volts. Des sources d'énergie renouvelable telles que l'énergie éolienne ou solaire ne doivent pas être utilisées pour la charge des batteries. Elles doivent être employées avec un dispositif permettant d'éviter la surcharge des batteries. L'installation très basse tension doit être conçue de manière à ne pas compromettre les mesures de protection de l'installation basse tension, dont le contact est direct ou indirect. Contre le contact direct ou indirect. Il doit être garanti que la mise en œuvre des courants très basse tension ne provoque pas la surcharge des conducteurs de protection de basse tension. Le pôle négatif du circuit approprié d'alimentation des appareils très basse tension dans l'autocaravane doit être relié avec la liaison équipotentielle. Donc pour le câblage, il y a une section de câbles. Pour les câbles fixes, il y a une section de câbles. Et en gros, pour l'installation des câbles, on ne laisse pas les câbles volants, on met des gaines. Et c'est à peu près tout ce qu'il faut retenir de la partie droite. Donc en gros sur ce slide on retient une notice d'avertissement. Le panneau solaire ne doit être utilisé que pour charger la batterie, pas pour alimenter autre chose. Et on met des gaines partout et des câbles souples. Les connexions des câbles extérieurs doivent être enfermées afin d'obtenir une protection conforme à la classe IP34. Donc IP34 c'est protégé contre les outils et les fils supérieurs à 2,5 protégé contre les outils et les fils supérieurs à 2,5 mm et protégé contre les projections d'eau. C'est un peu comme IP68 ou autre quand vous achetez des enceintes sans fil qui sont résistantes à la poussière et un peu à l'eau. Les câbles de la batterie auxiliaire doivent être protégés par double isolation jusqu'au dispositif de protection contre les surcharges de courant. L'installation très basse tension doit être protégée contre les surcharges de courant pour chaque circuit par au moins un dispositif de protection qui déconnecte le circuit en cas de surcharge ou de court-circuit. Donc en gros, mettez un gros coupe-circuit on-off rouge pour couper en fait la totalité de votre coffre quand vous n'utilisez pas celui-ci ou que vous avez un dysfonctionnement, un incendie ou un feu, il faut pouvoir couper avec un gros coupe-circuit le coffre. Il faut protéger bien sûr, 6.3, les fusibles doivent être protégés afin d'éviter des détériorations accidentelles. Donc en gros les fusibles ne sont pas brinque-ballants, ils sont fixés dans un coffret dans lequel vous avez facilement accès. Donc en gros ce qu'il faut retenir c'est que le câble extérieur à minima IP34 est enfermé, un câble dans une gaine en plastique déjà isolée à l'achat, mettre des disjoncteurs pour chaque circuit,
avec des fusibles, ne pas mettre le porte-fusible à côté d'une bouteille de gaz ou d'un dispositif pétrole diesel de type chauffage. Bon, en gros, comme je l'écris en bas en violet, j'ai tout lu et globalement, en gros, si vous achetez des trucs en Europe, ils sont tous obligés de respecter ces normes. Donc, pour l'électricité, c'est quand même assez simple. Les câbles que vous achetez que tout le monde connaît là en cuivre, ils ont déjà une petite gaine. Il y a le cuivre et une petite gaine de couleur. Donc, ils sont déjà isolés une fois. Et en gros, la deuxième isolation, c'est quand vous allez la mettre dans la gaine pour faire votre passage de câble. Alors, ouais, c'est pas super intéressant, mais c'est quand même bien de savoir. Moi, ce que j'ai appris, c'est vraiment sur le coup de la batterie acide-plomb, là, qu'elle devait avoir son compartiment et isolé. C'est vrai que c'est souvent moins cher et qu'on souvent on s'oriente vers ça, mais c'est quand même assez fastidieux de faire une sortie avec un trou pour les vacs. Donc, autant mettre un peu plus et avoir une batterie gel. Concernant, ça c'est les normes en termes de câbles. Donc en gros, la section minimale des conducteurs est à déterminer. Voilà le graphique 1A, il est là. Donc en gros, C c'est l'intensité du courant et T c'est la longueur de câble. Donc longueur de câble, intensité du courant. Donc globalement, on fait on fait quasiment tout en 2,5. Voilà, ce qui est exactement la même chose que les câbles que vous trouvez dans la grande surface pour les maisons, ça suffit largement. Et en gros, vous mettez plus gros quand c'est les câbles d'intensité pour la batterie, ou pour un frigo, ou pour quelque chose qui tire beaucoup de watts. Donc à retenir, courant 12 volts, alimentation électrique avec la batterie auxiliaire sauf si le véhicule est plus de 8 mètres carrés, coupe-circuit pour éteindre l'alimentation électrique de la partie habitacle, borne et plus de manière visible, notice d'avertissement à proximité de la batterie auxiliaire. Il y aura une slide uniquement sur les notices que j'ai préparées. Panneau solaire doit être utilisé uniquement pour charger la batterie auxiliaire, mettre des gaines et utiliser des câbles souples. Câble à l'intérieur minimum IP34, câble dans une gaine plastique déjà isolée à l'achat, mettre des disjoncteurs pour chaque circuit avec des fusibles et ne pas mettre le porte-fusible à côté d'une bouteille de gaz ou de pétrole. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode sur l'électricité. Comme toujours, si vous aimez le taf, faites-le moi savoir et c'est super sympa. Bonne journée, bonne vidéo et on se retrouve très bientôt pour la suite.